RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Clémence Guettet, vice-présidente du groupe La France Insoumise et députée du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, devant la pénurie de carburant, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts du groupe Esso ExxonMobil. La droite a critiqué le gouvernement pour avoir tardé à prendre cette décision. Peut-on laisser un pays en panne sèche, Clémence Guettet ? Bon, le problème, c'est que la pénurie, elle a été organisée, elle est le résultat de choix politiques qui sont ceux, notamment, du gouvernement de Madame Borne. Ce qu'on a aujourd'hui reproché à Madame Borne, c'est ce deux poids deux mesures, c'est-à-dire que la réquisition, c'est une mesure qui est extrêmement violente, parce qu'il existe dans ce pays quand même un droit qui est le droit à la grève, et nous redisons notre soutien aux salariés qui demandent des augmentations de salaire. Et alors la réquisition, là, elle est possible, elle est immédiate, la réponse est très ferme, mais alors quand il s'agit de réquisitionner notamment les super profits que le groupe Total a fait pendant toute la crise sanitaire, évidemment, là, il n'y a plus personne. Donc si vous voulez, c'est cette fermeté à deux vitesses qui est quand même pour le moins déconcertante. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pâtissent de cette situation, de la grève. Il n'empêche que les responsables, ce ne sont pas les grévistes, c'est bien le gouvernement qui a fait ses choix politiques. Et donc voilà, il faut soutenir absolument... Mais quel choix politique, puisque c'est une entreprise privée. Ça fait des mois qu'ils demandent des négociations et que M. le maire a dit oui, c'est vrai, Total, gentiment, devrait sans doute écouter un petit peu ses salariés. Le gouvernement devrait pouvoir être plus ferme avec ce type de grands groupes et avec des gens qui aujourd'hui, je veux dire, on a vu passer des choses sur les réseaux sociaux, c'est des métiers qui sont extrêmement mal payés. Ce ne sont pas les seuls, mais ça nous renvoie aussi au débat qu'on a eu cet été sur les salaires dans notre pays, avec la question de l'inflation dans laquelle on est, qui continue d'augmenter, qui continue d'étrangler les gens. Alors, Frédéric, juste pour rebondir sur ce que vous dites, les grévistes veulent toucher leur part d'énormes bénéfices, effectivement, de sociétés de la pétrochimie, mais ils font grève avant même de négocier et même un an en avance. Est-ce que c'est entendable ? Alors, ça fait des mois qu'ils demandent des négociations sur leur salaire. Et dans ce temps-là, le PDG de Total s'est augmenté de 52%. Ils ont fait des profits records, je l'ai dit, et ils ont versé 2 milliards de cadeaux surprises supplémentaires sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Il y a un moment où la colère sociale est légitime quand on voit de telles disproportions de traitement et quand on voit les premiers de corvée qui continuent de galérer parce que vraiment aujourd'hui les gens vivent extrêmement mal et les salariés de Total font pas exception. Ce qu'ils voient simplement, c'est que c'est encore plus c'est encore plus choquant parce que c'est sous leurs yeux que de tels chiffres, de tels montants, une telle disproportion est affichée. Et voilà, au lieu de réquisitionner uniquement ça, nous entrons dans la bataille budgétaire, le PLF, et on dit au gouvernement que c'est l'occasion de mettre en place cette taxe sur les super-profits qu'on demande depuis des mois, sur laquelle Manuel Bompard, mon collègue, a fait une mission d'information. Voilà, il faut agir pour un peu plus de justice dans notre pays. Il y a deux amendements au projet de budget 2023 qui ont été déposés, qui vont dans ce sens, dans le sens d'une taxation. C'est timide, vous me l'accorderez. Des bénéfices. Je ne sais pas si je suis en situation de vous accorder quoi que ce soit, mais pour vous, donc j'entends bien, ça n'est pas du tout suffisant. Mais pour en revenir à la réquisition, vous ne pensez pas que c'est une mesure qui va être quand même globalement très appréciée par les Français et sans doute par une grande partie des Français que vous soutenez, ceux qui sont de conditions modestes, ceux qui ont besoin de leur voiture tous les matins pour aller travailler et qui vont, eux, se retrouver dans cette décision ? Je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Je crois que même que ça fait partie d'une stratégie du gouvernement de monter les gens les uns contre les autres, des gens qui en réalité ont absolument... Alors là, c'est quand même un peu complexe, c'est-à-dire que vous dites qu'il y aurait une forme de cynisme. Je finis ma pensée, peut-être que vous verrez. Oui, mais... Je pense qu'il y a des intérêts de classe qui sont évidemment convergents entre les salariés qui sont en grève et les gens qui, comme vous le dites, vont galérer parce qu'ils ne peuvent pas remplir le plein de leur voiture pour aller au travail. Le fait est que des décisions politiques peuvent être prises sur la question des salaires pour que tous ces gens dont on est en train de parler en bénéficient.
j'en profite quand même aussi pour dire qu'il y a un rendez-vous social ce dimanche, la marche du 16 octobre qu'on organise. Quand on dit contre la vie chère, cette marche, c'est vraiment pour dire qu'il y a un moment, on refuse le monde tel qu'il nous est présenté là. Oui. Le budget présenté par le gouvernement cette année encore, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais d'un mot, Clémence Guettet, au fond, à celui aujourd'hui qui est dans une situation de sobriété subie, comme dit Agnès Pannier-Runacher, c'est-à-dire au fond qui est modeste, qui est pauvre, et qui se réjouit, se réjouit de la réquisition, vous lui dites attention, vous êtes en train de vous faire avoir? Bien sûr, je pense que c'est ça. Je pense que les gens qui ont suivi les débats qu'on a eus sur le pouvoir d'achat, quand on expliquait que non, des petites primes à l'appréciation du patron, c'est-à-dire qui n'arrivent quasiment jamais, au lieu d'augmentation de salaire, c'est une arnaque, je pense que ce message politique a été entendu. Et je pense que dans la période, le gouvernement est en train de continuer à faire la même chose. Et quand ils disent que des salariés en grève, aujourd'hui, c'est le chaos, c'est la violence, etc., ils ne se rendent pas compte que le chaos, la violence, c'est eux qui l'instillent dans la société en ce moment. C'est vraiment eux. Mais on vous reproche tout de même de ne pas avoir de pensée pour ce que disait Frédéric, pour le petit artisan qui doit aller travailler, pour l'infirmier qui doit aller voir ses patients. Et j'entendais un des infirmiers qui disait « mais si je ne peux pas aller m'occuper de cette patiente, je suis obligé de l'hospitaliser ». Donc il y a des gens qui vont pâtir. J'entends parfaitement. J'ai visité l'hôpital. Petits travailleurs ou des travailleurs tout court. J'ai visité l'hôpital de ma circonscription la semaine dernière. Les aides-soignantes, les infirmières, c'est majoritairement des femmes, me disaient exactement ça. Me disaient si ça se trouve, on va même pas pouvoir venir à l'hôpital la semaine prochaine parce qu'on peut pas faire le plein. Donc vous rendez compte ? Le truc, c'est qu'il y a d'autres solutions politiques et que ça fait des mois qu'on les propose. Le blocage des prix, la taxation des super-profits, l'augmentation des salaires. Le gouvernement nous accule et fait comme s'il n'y avait aucune autre solution et qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a des violents, il y a des grévistes, c'est leur faute. C'est faux. Et c'est ce mensonge-là qu'il faut absolument déconstruire pour que les gens sentent un intérêt convergent qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils sont mal payés, qu'ils vivent mal et qu'ils subissent des choix qui nous sont imposés. En matière salariale, même si peut-être y a-t-il eu des excès dans la présentation qui a pu être faite du niveau de revenus des personnels des entreprises pétrolières. On a dit qu'ils gagnaient 5 000 euros net. Oui, il y a des excès. Malgré tout, il semble que ce ne soit pas non plus parmi les plus malheureux. Est-ce que pour vous, on peut défendre de la même manière des salariés qui ne sont, on va dire, pas si mal payés que vous ne le feriez pour des gens qui, eux, vraiment luttent pour quasi leur survie? Vous trouvez que 1 500 euros net par mois, c'est trop et qu'ils devraient quasiment partager avec eux? Dans la caricature inverse, mais non, ils touchent 1 500 euros net. C'est pas parce qu'il y a salaire. Plus malheureux. Oui, il y a des AESH qui sont à 700, 800 euros net par mois, c'est clair. Est-ce que c'est pour ça que je vais dire que ceux qui sont à 1 500, ça va, franchement, ils devraient faire un effort? Non, parce qu'avec 1 500 euros net, aujourd'hui, dans notre pays, on vit mal, on vit très mal. On se prive de vacances, on ne peut pas faire toutes les activités aux gosses qu'on voudrait faire. C'est ça la réalité. Donc non, c'est pas parce que je trouve qu'il y a un décalage total qu'on a réussi à nous faire infuser dans l'esprit le fait qu'on doit regarder toujours ceux qui sont plus bas. On doit regarder ceux qui sont plus hauts et qui sont outrageusement payés. Comme le PDG de Total, qui est le patron de ces gens qui, eux, touchent 1 500 euros mensuels. Voilà, non. Il y a eu une série, politiquement, pour la France insoumise, qu'on appelle en politique une mauvaise séquence. Il y a eu l'affaire Quatennens et le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ne soutenait pas, qui donnait en quelque sorte, non pas quitus, mais qui défendait Adrien Quatennens sur la gifle. Il y a eu les mots de Daniel Obono, mangez vos morts. Le député de vos rangs, François Ruffin, a déclaré « ça ne sert à rien d'hurler sur les bancs de l'Assemblée nationale, ça favorise le Rassemblement national ». Est-ce que vous partagez ce constat ? Bon, je vois pas trop l'enchaînement. Non, mais il faut bien passer à autre chose. Oui, non, mais je vois pas trop l'enchaînement des différentes propositions que vous avez juxtaposées pour dire que nous étions dans une mauvaise période. Nous sommes aussi dans une période de mobilisation où nous avons des rendez-vous très importants en vue. Et on est aussi en train de se battre à l'Assemblée nationale sur des textes qui sont très importants. La question de notre posture vis-à-vis du Rassemblement national à l'Assemblée est une question qui est intéressante. Parce qu'avant, il y avait quelques députés Rassemblement national non inscrits dans un coin, et qu'il est vrai que quand ils sont 89 dans un groupe parlementaire, nos relations sont de fait très différentes, et la conflictualité qui peut en émaner est très différente. François Ruffin n'est pas le dernier pour crier dans l'hémicycle. Quand on crie dans l'hémicycle, qu'est-ce que c'est ?
c'est un moment notre indignation. Je vous assure que je viens de vivre 2 heures de questions au gouvernement aujourd'hui, puisque c'est le mardi. Quand vous entendez 2 heures de langue de bois, de contre-vérité gouvernementale, il y a parfois des moments où vous avez envie de vous exprimer. Et je crois que c'est aussi raccord avec ce pourquoi les gens nous ont élus, de pouvoir de pouvoir répercuter cette colère, de pouvoir dire que non, ce qui est dit est faux, et de pouvoir le dire fortement. Donc non, on n'a pas honte de cette posture-là, de cette combativité-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ça peut être contre-productif quand on voit que le Rassemblement national la joue un peu bon élève et mezzo voce, excepté aujourd'hui où il y a effectivement un député du Rassemblement national qui a traité Bruno Le Maire de lâche. C'était pas ça la chose intéressante du jour, c'était Marine Le Pen qui est descendue en bas des travées pour menacer Monsieur Le Maire. Ça, c'était relativement plus choquant que lâche, parce que franchement, ça c'est un qualificatif. Donc vous frottez les mains, ça me... pas que nous. Non, c'est pas ça. Je veux dire, je pense qu'il y a des moments où des groupes peuvent choisir un curseur dans la pression qui est mise sur le gouvernement et qu'on a le droit de ne pas les laisser dérouler la main sur le cœur leurs éléments de langage sans rien dire. Voilà. Mais vous avez vu à cet égard ce que révèle la dernière étude réalisée par Ipsos Soprasteria pour Le Monde, qui considère que, enfin c'est les Français qui le disent, que les députés du Rassemblement national se décrédibilisent moins que les insoumis dans leur posture vis-à-vis du gouvernement. Autrement dit, vous êtes jugés effectivement dans un rapport, alors je ne sais pas, d'insolence, de virulence peut-être excessif, qui conduit au fond à vous décrédibiliser. Il y a aussi des études qui sont sorties cet été qui ont montré qu'on était l'opposition la plus crédible à la politique du gouvernement. Donc, c'était cet été. Il s'est passé des choses entre-temps. Oui, mais bon, la session ayant repris il y a 2 semaines, je pense que ça compte quand même. Je pense que cette combativité, elle nous apporte de la crédibilité et qu'on n'a pas vocation à être... les bons élèves de l'Assemblée nationale. On peut aussi se perdre dans le travail parlementaire si jamais on suit l'agenda du gouvernement. Donc on a intérêt à être à l'offensive. Et moi, quand je vais dans ma circonscription, quand je croise des gens, beaucoup nous disent qu'on les rend fiers. Qu'on les rend fiers de porter cette parole. La posture, par exemple, le chewing-gum, quand on est assis sur les bancs de l'Assemblée, le t-shirt, la chemise sortie du pantalon, tout ça, ça vous va bien? Il n'y a pas, malgré tout, peut-être, y compris chez les Français, l'idée qu'il y a une forme de sacralité dans ce lieu et qu'il faut se tenir un peu. Vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon a dit que nous, on mettait nos habits du dimanche pour aller dans l'hémicycle, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose qui est d'une appartenance de classe quand même. Et la plupart de mes collègues, tous mes collègues même du groupe, je parlais que pour le groupe FI, on respecte cette institution et on essaye surtout de respecter le mandat qui nous a été confié. Après, chacun agit dans son style. Clémentine Autain n'est pas Louis Boyard, qui n'est pas Ségolène Amiot, qui n'est pas Maxime Lenné. Bon, on est 75, très différents, qui avons exercé des métiers différents, qui avons des responsabilités différentes. Et je crois que c'est bien si chacun peut venir en se sentant aussi un peu à l'aise. Parce que je vous assure que parler devant 300... macroniste qui vous renvoie du mépris de classe, comme ça a été le cas pour Caroline Fiat, à qui on a dit que c'était une députée bac-2, qui disait à Adrien Quatennens que c'était un député call center. Il y a une violence sociale aussi dans cette institution-là. Donc qu'on y aille en étant fier de ce qu'on est et en représentant les gens qui nous ont élus, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Alors, quant à Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'il a perdu des plumes dans cette affaire Quatennens. Il perd, vous perdez des points d'ailleurs dans les sondages d'opinion. Vous êtes à 42% des Français qui désapprouvent la manière dont les députés de la France Insoumise se comportent à l'Assemblée nationale. Et Jean-Luc combien qui apprécient comment on se comporte? Vous faites le calcul. Ouais, ça fait beaucoup. Ça va faire 58. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Jean-Luc Mélenchon a été un moteur, un atout, une éloquence. Il nous a permis de faire 22%, puis 26% aux législatives. Est-ce qu'il est en train de devenir un boulet pour vous ? Non, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, je viens de le dire, mais c'est l'homme qui, pour la 3e campagne présidentielle, nous a encore fait progresser, nous a fait faire 22%. On n'était à rien du second tour. C'est pas un élément de langage que de le dire. Ça a suscité un immense espoir. Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, on a fait 26%. Non, mais je veux dire... C'est le veau d'or, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, c'est pas ça. Mais je veux dire, il y a un moment aussi où une actualité ne peut pas chasser l'autre. Les élections dont je vous parle, c'était il y a 3 mois.
cette popularité, ce que ça a suscité dans le pays, c'était il y a 3 mois. Ouais. Et Jean-Luc Mélenchon va aujourd'hui, parce qu'il n'est plus député, avoir un nouveau rôle dans l'organisation, va aussi se consacrer à des tâches intellectuelles qu'il affectionne. Et donc, il continuera d'être un élément extrêmement important, voire central de l'organisation. Il a été question aujourd'hui à l'Assemblée nationale, évidemment, de la situation internationale et en particulier de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le conflit a pris ces derniers jours une nouvelle tournure. Les États-Unis et la France ont promis d'augmenter encore leur aide en matériel militaire à l'Ukraine. Pensez-vous qu'il faille continuer sans cesse dans cette spirale qui nous conduit peut-être à une situation catastrophique ? Bon, je pense que, comme tout le monde, on est, avec le groupe parlementaire, extrêmement préoccupé par la situation, parce que, vous l'avez dit, on est entré dans une nouvelle phase de la guerre, extrêmement violente, qui touche principalement des civils. Et donc, la première chose à dire sur ce sujet, je crois, c'est notre soutien au peuple ukrainien qui, comme il peut, résiste, et aussi, en partie, au peuple russe quand il refuse la guerre dans laquelle les entraîne de manière aveugle M. Poutine. Ensuite, sur les sanctions, je pense qu'il faut absolument les centrer sur le pouvoir, sur les oligarques. Ça va de pair avec ce que je vous disais à l'instant, pour pas que ce soit le peuple, de fait, qui en pâtisse. Quant aux livraisons d'armes, puisque c'est sur ça que vous m'interrogez, honnêtement, je préfère dire avec humilité que le gouvernement a sans doute les meilleures informations pour décider la façon dont on doit appuyer à l'heure actuelle ce conflit. Alors, dernière question, il y a des décennies, l'extrême gauche manifestait pour le Vietnam, pour le Chili, pour l'Afrique du Sud, pour les boat people. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup, vous, l'extrême gauche, en tout cas. On n'est pas l'extrême gauche, on est la gauche radicale, on est la gauche, si vous préférez. Si vous voulez. L'extrême gauche, c'est LO, c'est le NPA, c'est d'autres partis politiques. Ou même, voilà, on ne vous entend pas beaucoup sur l'Ukraine, sur l'Iran. Mais on a fait une question au gouvernement sur l'Iran la semaine dernière. Je parle de manifestations, rappelez-vous. On est allé aux manifestations pour l'Iran, par exemple. Non, mais ce n'est pas vos priorités. Vos priorités, c'est... Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous réponds sur ce qu'on fait. Ça, c'est peut-être votre appréciation. Peut-être qu'on est aussi... On ne voit pas beaucoup manifester, organiser des on est allé aux manifestations qui ont été organisées pour l'Iran. On a des camarades, d'ailleurs, iraniens, d'origine iranienne, qui sont très engagés sur cette question. On essaie de les soutenir symboliquement du mieux qu'on peut. Et sur la question ukrainienne, on a communiqué pas plus tard que cet après-midi pour donner notre position sur le conflit. Donc si on est présent sur les questions internationales comme sur les autres. Voilà, on est arrivé au terme. Il reste 15 secondes, mais c'est trop court. Absolument. Roselyne. Donc merci à vous, Clémence Guettet. Bonne journée, en tout cas. Merci vous aussi. Frédéric, on vous retrouve demain matin pour votre émission politique sur RFI. Voilà, à 8h19. Voilà. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.